Merci beaucoup, monsieur Martin. Je m'appelle Gabriel Metta, je suis journaliste et enseignant à Aix-Marseille Université. Donc, je sais que vous avez sévi de 2007 à 2009 chez nous, dans la vraie capitale de ce pays, à Marseille. Et autant vous dire que vous êtes presque excusé d'avoir développé 7 enjeux. 7, certes, est un chiffre symbolique, mais en l'occurrence, il était chargé de concret, d'actions, d'initiatives, de stratégies qu'il était utile de rappeler aujourd'hui en introduction de nos travaux. Alors, je suis obligé de vous raconter ma vie et de vous dire ce qui m'arrive en 48 heures. Hier après-midi, j'anime un débat pour l'Ordre des experts comptables. J'avais à ma droite la directrice des régionales des finances publiques, des impôts. À ma gauche, le directeur régional de l'URSSAF. Et juste à côté de lui, le président du tribunal de commerce. Moi, je n'ai qu'une petite URL. Enfin, je voyais le scénario. Les impôts, l'URSSAF, le tribunal de commerce. Et 24 heures après, je me retrouve au ministère de l'Intérieur. Et après, on va nous dire qu'en France, les procédures sont lentes. Franchement, c'est ce qu'on appelle le circuit court. En tout cas, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce forum des achats publics. J'ai compris que c'était un rendez-vous important, d'abord parce qu'il réunit dans cette salle en présentiel, j'ai compté tout à l'heure, 183 personnes sur les 200 inscrites, mais également 150 en visio, que je vous propose de saluer comme on le fait à chaque fois en les applaudissant, parce qu'ils n'ont pas pu partager ce moment en direct avec nous, mais on pense à eux. Ce rendez-vous, je vous le rappelle, s'est tenu précédemment au ministère des Armées, au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, à la région Île-de-France, à l'Eurométropole de Strasbourg, et donc aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. La problématique qui nous réunit, elle est simple, hein, Jean l'a développé tout à l'heure. Il a dit le poids des achats publics est considérable. Question, tous les achats publics, hein, État, collectivités locales, établissements publics, entreprises publiques, etc. Mais est-ce que l'achat public est pour autant un levier? Et pourquoi pas un booster des politiques publiques en matière sociale, sociétale, environnementale? C'est donc la question qu'on va se poser en essayant toujours de trouver des réponses concrètes. C'est comme l'amour, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Là, c'est pareil, on veut des preuves concrètes que l'achat public peut jouer un rôle de booster dans la mise en œuvre de stratégies ambitieuses qui seraient menées par l'État, évidemment, et par les collectivités locales et les institutions qui portent aussi la voix de la politique publique. Donc, c'est la première table ronde qu'on va ouvrir tout de suite et vous allez accueillir comme il se doit François Adam, Jean Bouvreau qui nous rejoint, Clément Solsina et Anne Pateau, s'il vous plaît, qui s'installe. Alors, vous vous mettez comme vous le voulez. Madame Pateau est la très respectée présidente de l'IFALP, l'Institut français des achats et de la logistique publique. Elle a aussi un témoignage qui nous passionnera puisqu'elle est élue régionale et elle a été en charge des achats. Elle a été aussi élue nationale. Clémence Olsina, vous avez vu l'ordre que je respecte. On va me le reprocher bientôt parce qu'il paraît qu'il ne faut plus privilégier cet ordre-là, a-t-on dit. Directrice des affaires juridiques au ministère de l'économie et des Finances. Merci d'être avec nous et de nous consacrer ce moment. Jean Bouvreau, vous l'avez entendu et vous le connaissez, chef des services de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'Intérieur et aujourd'hui vice-président du Sénat. Et puis François Adam, qui est le directeur des achats de l'État. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation du CNA. D'abord, la première question que je vais vous poser, c'est peut-être à vous, monsieur Adam. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les achats de l'État peuvent jouer un rôle de booster? Et lorsqu'on s'est croisé rapidement pour préparer cette intervention, on m'avait dit, il y a quelques années, on n'aurait même pas posé cette question. Pourquoi vous avez dit ça? Oui, en effet, je crois que c'est une question, la question de savoir si les achats publics contribuent à d'autres politiques publiques que le fait finalement d'acheter pour répondre à un besoin opérationnel. C'est un sujet qui a émergé, à mon sens, il y a une vingtaine d'années, mais qui a pris une dimension tout à fait nouvelle dans les 5 à 7 dernières années, et notamment sur le volet environnemental. Donc, si on fait le bilan aujourd'hui, les achats publics sont sollicités, je dirais, sur 2 grands champs. D'abord, celui du développement durable,
dans ces dimensions environnementales. Alors, je pense que c'est aujourd'hui le domaine dans lequel les exigences sont les plus nombreuses. On a pratiquement une quinzaine d'interventions successives du législateur ou de textes européens au cours des 10 dernières années pour fixer des objectifs généraux, la généralisation des considérations environnementales ou bien sectorielles. Donc c'est vraiment aujourd'hui la partie vraiment très exigeante de contribution des achats à la transition écologique. Deuxième volet du développement durable, il y a aussi un volet contribution aux politiques sociales, peut-être un peu moins apparent aujourd'hui, mais qui est une réalité, qui est un sujet important. Historiquement, il y a un effort de l'achat public pour contribuer à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, dès le début des années 2000, par exemple à travers le Programme national de rénovation urbaine ou d'autres initiatives. Des clauses dans mettre des clauses dans les marchés pour obliger à la réalisation d'heures d'insertion. Et aujourd'hui, on est sur une conception des considérations sociales qui peut être beaucoup plus large. Les considérations sociales, elles peuvent aussi viser l'insertion de certaines populations particulières, par exemple les personnes détenues, les jeunes en difficulté. Les considérations sociales, ça peut être aussi des exigences sur le respect des droits humains, du droit du travail par les entreprises fournisseurs. Ça peut être aussi, dans certains cas, des exigences tenant au respect ou à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est vraiment les politiques sociales et plus seulement la politique d'insertion. Là, c'est le champ du développement durable. Transition environnementale, politique sociale, voilà. Réindustrialisation. Alors, c'est le deuxième grand bloc. Le deuxième grand bloc, c'est contribution des achats aux politiques économiques au pluriel, avec, à mon sens, 3 grandes dimensions. L'attention aux PME, donc ça, c'est peut-être le sujet le plus ancien, qui est bien intégré dans le droit de la commande publique, qui se traduit notamment par la réflexion permanente sur l'allotissement, parce que finalement, c'est un point assez basique, mais qui a d'importantes conséquences sur l'accès des PME à la commande publique. Le deuxième sujet, Didier Martin l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'incitation à l'achat innovant. C'est un sujet important dans un contexte où notre pays a développé, notamment depuis une dizaine d'années, une politique ambitieuse d'appui à la création de start-up. C'est l'écosystème de la French Tech, notamment. Et donc, il y a un enjeu important à ce que l'achat public, dans un cadre juridique qui est évidemment exigeant, puisse aussi se tourner vers ces entreprises nouvelles et qui portent l'innovation et les technologies, notamment françaises. Et puis, troisième angle dans ce volet économique, c'est l'attention à l'impact industriel des achats sur un certain nombre, notamment de fournitures. On pense par exemple à ce qui concerne les véhicules électriques, mais aussi la production d'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, certains matériels informatiques, sur lesquels il y a un enjeu qui est celui d'aider au maintien, au développement de producteurs en France et en Europe. Alors je dis bien en France et en Europe parce que ça n'est pas tant la marque et le contrôle que le lieu effectif de production. C'est un point qui est à signaler. Et la question, c'est comment peut-on faire dans un cadre juridique qui nous donne assez peu de prise directe pour avoir une attention à cet impact industriel. Ne la mettez pas en colère tout de suite. Attendez un peu, je m'en chargerai. Donc voilà brièvement décrit, et vous voyez que c'est assez vaste, les champs de sollicitation. On n'oublie pas la maîtrise des coûts quand même et la conformité. Rassurez-moi. Non, l'acheteur reste un tout petit peu un acheteur. Vous m'interrogiez sur les politiques publiques qui sollicitent les achats. Et donc, j'ai effectivement essayé de décrire les enjeux. La maîtrise des coûts est évidemment, je dirais, un enjeu historique et permanent et toujours renouvelé pour tous les acheteurs publics. Sauf que maintenant, on va raisonner en coût global, on y reviendra. Ouais. Dès qu'on le pourra. J'essaie. Alors, encore une question et après on enchaîne avec d'autres intervenants. Est-ce que les achats ont été clairement désignés comme les fers de lance de ces stratégies ou bien est-ce que nécessité fait loi, il a fallu que le Covid arrive pour qu'on se rende compte que finalement les acheteurs avaient un rôle majeur à jouer? Parlez franchement. Non, honnêtement, je pense que la crise sanitaire a pu jouer un rôle d'accélérateur sur un certain nombre de thématiques. On parlait des enjeux industriels ou de souveraineté, mais sur tout ce qui concerne notamment le développement durable, on est sur une dynamique initiée largement avant la crise sanitaire qui s'est poursuivie,
qui continue à se renforcer et à s'approfondir. Donc c'est quand même un phénomène un peu plus ancien et on ne peut pas le présenter comme une réaction à la crise sanitaire. Peut-être accélérateur. Jean Bouvreau, les élus prennent en compte désormais le rôle de l'achat public dans la mise en œuvre de ces politiques publiques ou pas? Est-ce qu'on vous désigne comme des interlocuteurs prioritaires? La question, c'est est-ce que les élus considèrent l'achat comme stratégique et suffisamment pour porter des politiques publiques et non pas seulement garantir la conformité? Parce que ça, c'est aussi un sujet. Parce que derrière ta sous-question, il y a est-ce que finalement on attend de l'acheteur qu'il exécute la conformité, notamment en collectivité territoriale, puisque on y reviendra, mais c'est un sujet, ou est-ce que l'élu s'appuie réellement sur l'achat? Et là, moi, je rejoindrai ce qu'a dit François Adam. Aujourd'hui, on peut clairement dire que les élus s'appuient sur la fonction achat. Alors, au sein, et c'est évidemment le ministère que je représente, du ministère de l'Intérieur, c'est très clair. Avec 2 feuilles de route, François Adam parlait de l'achat de start-up auprès de PME et puis de l'innovation. La PME, la start-up, c'est peut-être la grande entreprise de demain. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, nous avons 2 feuilles de route souhaitées par le politique, l'une visant à favoriser la souveraineté lorsque c'est possible et toujours dans le respect de la conformité. Si on peut acheter des véhicules qui sont fabriqués en France, c'est quand même mieux que des véhicules qui sont fabriqués ailleurs, surtout, comme l'a indiqué François Adam, au moyen de financement du plan de relance. On a eu un plan de relance, c'était quand même, dans le plan de relance, il y a relance, donc c'était bien la relance économique et notamment des territoires qui était souhaitée. Donc plutôt favoriser des achats de véhicules fabriqués sur notre territoire, par exemple, mais pas que. Dans cette feuille de route relative à l'achat souverain, nous essayons de faire un sourcing, donc une recherche de fournisseurs sur les territoires qui nous permettent de nous assurer, toujours dans la conformité, d'une possibilité d'acheter français quand c'est possible. Entre parenthèses, deuxième feuille de route. Oui, deuxième feuille de route, c'est l'innovation. Et le secrétaire général du ministère évoquait tout à l'heure le fonds Innovachat. Il est inscrit dans cette feuille de route relative à l'innovation. Et pourquoi? Parce qu'on a vu que pour que les startups et les petites PME avec des solutions innovantes puissent s'adresser au gros mammouth que peut représenter l'administration, il faut une porte d'entrée, il faut des moyens. Et ce fonds Innovachat, c'est aussi une porte d'entrée qui nous permet de chasser les initiatives et de lancer ce qu'on appelle des preuves de concept, ou en tout cas ou des POC, mais en bon français, des POC, Proof of Concept, c'est du bon français, puisque depuis quelque temps, ça fait maintenant 4 ans, sous le contrôle de Clément Solsina, on peut faire des preuves de concept jusqu'à 100 000 €. C'était le fameux décret de Noël qui est maintenant inscrit dans le Code de la commande publique. Et donc, il faut savoir profiter de l'agilité que nous donne le Code de la commande publique. Je poursuis un tout petit peu. Vous êtes regardé aujourd'hui par les usagers, par les citoyens dans vos achats. On imagine mal des policiers rouler en BMW, policiers français. C'est à ça, c'est possible aujourd'hui? Vous l'avez mis en œuvre? Vous les Français? Alors nous roulons avec des véhicules, et vous l'avez vu, le véhicule 5008, 3008, c'est un véhicule qui est fabriqué sur notre sol. Je crois qu'il est assez apprécié non seulement des policiers et gendarmes, mais également de la population. Je le sais parce que j'ai évidemment quelques retours et je m'y intéresse inévitablement sur ces véhicules qui sont encore une fois fabriqués sur notre territoire. Et de la même manière, quand on achète un véhicule blindé pour nos amis gendarmes, on a réussi, et il l'est. On a un véhicule qui est fabriqué à Strasbourg, sur notre territoire, à côté de Strasbourg, dans la banlieue de Strasbourg. Et est-ce que cette stratégie-là modifie, et si oui, dans quelle proportion, la règle du moins 10 ans qui est inscrite dans le Code de marché public?
Non, ce n'est pas la règle du moins 10 ans. Alors ça, c'est aussi une croyance et contre laquelle je m'élève régulièrement. Alors, bien sûr que le prix devant un juge administratif, c'est ce qui est le plus objectif. Et donc, c'est facile de faire un classement sur la base du prix, parce que c'est arithmétique. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il était moins cher. Mais le Code de la commande publique ne nous demande pas ça. Et le politique, puisque c'était la question aussi tout à l'heure, le politique ne nous demande pas ça. Le politique, il nous demande d'intégrer dans nos appels d'offres toutes les contraintes, et j'y reviendrai pas, relatives à l'achat souverain, relatives à l'inclusion, relatives à la préservation de l'environnement, avec ce qu'on appelle le mieux-disant, c'est-à-dire celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, pour reprendre les termes du secrétaire général et qu'il évoquait tout à l'heure. Notre devoir n'est pas de prendre le moins cher. D'ailleurs, on n'a pas les moyens d'acheter pas cher. C'est souvent on dit ça, parce qu'attention, le moins cher, on le paye après. Ma grand-mère disait « je n'ai pas les moyens de me chausser pauvre ». Mais c'est vrai. Elle achetait une paire de chaussures tous les 10 ans. Vous avez dit la paresse de l'acheteur public pourrait précisément de se réfugier derrière cette règle du moins 10 ans, mais il y a des voies possibles, et ces voies possibles, on va les trouver grâce au duo acheteur-juriste. Et alors là, vous avez encore une fois tordu le cou à des idées reçues d'un journaliste de province, puisque moi je pensais que la juriste était là pour empêcher d'acheter en rond. Et vous êtes la gardienne du temple. Comment, par rapport à ce code des marchés publics qui est à peu près gros comme ça, on arrive à trouver des voies permettant de satisfaire à tous ces enjeux qui ont été décrits? Alors, bon, déjà, pour vous répondre, j'aime à penser que les juristes sont faits pour trouver des voies et des outils et pas pour empêcher de faire. C'est bien comme ça qu'on appréhende notre mission. Direction des affaires juridiques qui, sur le champ de la commande publique, est une direction de métier. Donc, on entend aussi traduire dans la norme, mais pas seulement dans la norme, des aspirations, des besoins en termes de politique économique. Alors, on l'a rappelé, quand on parle de commande publique, on parle d'une masse de 170 milliards d'euros en 2023, de 243 000 contrats. Donc, ces simples chiffres vous montrent que c'est évidemment et ce doit être un outil de souveraineté, puisque c'est un outil de structuration de l'investissement et donc de nos filières économiques. Quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté donc économique, de souveraineté industrielle, François l'a dit, de souveraineté environnementale, énergétique. Et donc dans ce débat, on peut attraper plusieurs choses. Historiquement, il a plutôt été compris de façon défensive, c'est-à-dire comment on se protège face à des concurrents qui ne joueraient pas à armes égales. Et puis de plus en plus, ce qui est intéressant, je vais y revenir, on adopte une logique plus offensive à l'échelle européenne qui embrasse la souveraineté comme un enjeu de stratégie industrielle. Et ça, c'est ce qui est en germe depuis quelques années que décrivait François. Alors, on part d'un principe, ça a été dit, dans les grands principes de base de la commande publique que tout le monde connaît parfaitement ici, qui est le dogme de la mise en concurrence, parce que c'est la garantie du bon emploi des deniers publics. Mais pour autant, je pense que c'est important d'intégrer que le droit de la commande publique intègre déjà depuis plusieurs années le sujet de la souveraineté. En matière de défense et sécurité, depuis 2009, on a un texte européen qui comporte un article sur la sécurité des approvisionnements et donc qui tient compte de la localisation des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un premier outil de souveraineté. Oui, un certain nombre d'exemptions pour le ministère des Armées. Ensuite, on a les grandes directives 2014 avec toujours une approche relativement sectorielle, mais sur les secteurs stratégiques de l'eau, des transports, de l'énergie. On a quelques dispositions déjà en matière de préférence européenne. Ce qui est intéressant et ce que François décrivait aussi, c'est que depuis la dernière mandature européenne, on passe d'une logique qui était de dire bon, il faut qu'on garantisse qu'on se protège d'États tiers qui ne joueraient pas à armes égales avec nous, à une logique de stratégie industrielle et de structuration de filières sur le sol européen, avec quelques textes alors qui sont encore des initiatives sectorielles, mais
je pense qu'elle mérite d'être signalée parce que c'est un changement de paradigme au niveau européen très important, d'ailleurs qui a fait l'objet de débats politiques très arides entre les tenants du protectionnisme ou de l'ouverture. C'est des débats politiquement très compliqués au niveau européen, mais sur lesquels on est en train d'avancer. Deux exemples précis. Vous avez peut-être entendu parler du texte NZIA, le texte sur les technologies net zéro, donc les technologies propres, donc qui vise à permettre de développer dans le champ des pompes à chaleur, des outils de production dans le secteur de l'éolien, du solaire, des outils juridiques pour faire en sorte que on garantisse la localisation sur le sol européen de ces outils de production. Dans le champ aussi des poids lourds, texte important sur les achats de bus propres. Et donc ça, ce sont des avancées, je pense, notables sur lesquelles nous, on va pouvoir capitaliser dans un nouveau temps, puisque là, la présidente de la Commission européenne a annoncé la réouverture des directives de 2014. Vous parlez chaque fois de texte européen. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, le code des marchés publics est en grande partie... C'est le cadre de référence dans lequel on joue. On est sur un marché ouvert au niveau européen. Donc, effectivement, ça reste le cadre de référence. Beaucoup de choses vont se jouer là. On va rouvrir ces textes dans les années à venir. Et donc, ça sera un enjeu pour nous très important de s'appuyer sur ce qui a pu être fait en matière de technologie propre, de bus propres, pour inclure ces préoccupations sur l'achat local et la protection de filières stratégiques de façon plus directe. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disaient aussi Jean et François, l'outil de souveraineté, c'est finalement la norme environnementale et sociale. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour garantir qu'on achète local, comme on ne peut pas l'écrire tel quel aujourd'hui dans le code de la commande publique, se réfugie derrière on prend le critère environnemental, le critère social, comme étant le meilleur biais de favoriser. Juste une question pratique, ça se passe comment? Par exemple, c'est Jean qui a dit j'ai envie d'acheter tel produit. Clémence, est-ce que je peux? Juridiquement, ça se passe comme ça? Enfin, je raccourcis le circuit. Alors, ça se passe globalement comme ça. En tout cas, nous, on porte ce souci qui est aujourd'hui très largement partagé par les acheteurs de favoriser leur stratégie d'achat locale. Mais j'insistais sur la teneur du débat européen, parce que je pense que c'est important d'avoir conscience du fait qu'à la fin, ce sont 27 États membres qui vont négocier dans un cadre qui est aussi celui des règles de l'OMC au niveau international. Donc, on est dans un cadre qui doit intégrer des nécessités économiques et voilà, une dynamique à la fois de négociation et une dynamique et un cadre juridique qui excède largement l'échelon local. Voilà. Madame Pateau, j'ai vu que vous avez pris des notes pendant que vos voisins s'exprimaient. Donc, vous avez été en charge de l'achat public de la région Bretagne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous avez dit, ce qui est intéressant, parce qu'on voit l'évolution, un peu la révolution culturelle qui s'opère et qui permet aux achats de l'État ou des collectivités locales d'être un levier d'action important. Vous avez dit, on a appris sur le TAN, parce qu'on part de loin dans des collectivités locales. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une vraie révolution entre Je vais vous demander d'approcher votre micro. Pardon, entre le moment où très brutalement, j'ai été nommée présidente de la commission d'appel d'offres de la région Bretagne sans plus de procédés. La place était libre, il fallait la prendre. Et maintenant, je mesure la révolution qu'il y a pu y avoir en 10 ans. Quand j'ai commencé en tant qu'élue, j'étais donc dans cette espèce de triangle très curieux, moi l'élu, avec d'autres élus qui étaient quelquefois de l'opposition et qui avaient leurs propres enjeux avec moi-même. Voilà. Et puis, sur ma droite, le staff juridique, un peu dans le fond de la salle, le contrôleur de l'État, et sur ma gauche, le staff technique qui avait épluché les dossiers et qui s'était fait leur point de vue. Et c'était le début de faudrait peut-être y mettre un petit peu d'environnement, faudrait peut-être y mettre un petit peu de social. Donc, on commençait avec les clauses, on commençait à regarder si les cartons étaient recyclés.
Je me rappelle que c'était un grand critère. Les cartons sont recyclés, etc. Et on voyait bien que le système était en train de craquer, d'une certaine manière, et que je me retrouvais finalement à devoir trancher entre un juriste qui était un juriste parfait, Pénible, quoi, hein, c'est ça? qui avait en tout cas intégré une mission essentielle, c'était effectivement ne pas avoir de contentieux, et donc qui voulait éviter tout contentieux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faisait un travail parfait. Et puis de l'autre côté, des techniciens qui finissaient par me proposer des tableaux avec tellement d'indicateurs et tellement de subtilité dans la notation que c'était un peu comme dans les émissions de Jacques Martin, tout le monde avait la moyenne. À force d'accumuler des indicateurs qu'on avait rajoutés aux autres, les uns après les autres. Donc vous avez écrit un schéma et fait voter un schéma des achats publics. Du coup, il y a eu un schéma, mais je pense que la plupart des régions ont fait ce travail-là. Et puis on est revenu après avec un SPASER qui nous a permis d'aller plus loin dans le schéma des achats publics et surtout de travailler la méthode. Parce que c'est la question de notre table ronde, c'est la question de l'acheteur public, mais c'est la question de son écosystème aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'acheteur public si son écosystème ne bouge pas aussi. Et il faut effectivement travailler ensemble. Donc le SPASER, par exemple, en Bretagne, comme dans les autres régions, a été élaboré, mais là, on a cherché un système très participatif en associant le plus longtemps à l'avance les entreprises, les acteurs économiques dans l'ensemble, et aussi l'écosystème des acheteurs, pour qu'au moment où on écrivait le SPASER, c'était déjà un engagement partagé sur l'environnement, sur le social, etc. Vous m'avez donné un exemple des lycées bretons. Alors, ça, c'est effectivement la question de l'écosystème. La région Bretagne veut mener une politique très ambitieuse sur la qualité de l'alimentation dans les 117 lycées publics. J'ai essayé à un moment, j'étais à un poste où j'étais chargée de regarder ça, j'ai essayé de décortiquer le système des achats de la nourriture dans les lycées en Bretagne avec 3 ou 4 grandes centrales d'achat qui étaient des espèces de pieuvres énormes qui servaient tout le monde, les maisons de retraite, les lycées, voilà. Et par exemple, j'ai essayé d'avoir une traçabilité de où était achetée la viande. Je voulais savoir d'où venait la viande qu'on servait dans les lycées. Impossible. C'est-à-dire qu'on arrivait à compter des pattes, on arrivait à compter des têtes, on n'arrivait pas à savoir exactement ce qui était servi. La région a pris les choses de la même manière, puisqu'on s'est réengagé de manière très ferme sur la qualité de l'alimentation dans les lycées, et on est en train de créer effectivement une plateforme d'achat. C'est pour ça que je disais que c'est une question d'écosystème. L'acheteur seul n'y arrivera pas, mais la création d'une plateforme d'achat alimentaire pour les lycées et maintenant les départements qui aussi nous rejoignent pour les collèges va nous permettre finalement, par un autre biais, d'avoir une certaine maîtrise de ce que l'on va servir dans les assiettes. C'est-à-dire que l'acheteur de la région ou l'acheteur pour les lycées, seul ne pouvait pas, s'il n'a pas en face de lui un système qui s'est organisé pour faire apparaître un certain nombre de critères et d'indicateurs de manière préférentielle, ne pouvait pas à lui tout seul détecter, trier, trouver les produits de qualité. Et donc, j'ai vu la révolution, c'est les acheteurs, j'ai vu que les acheteurs se transformaient, mais je vois aussi que petit à petit, l'ensemble du système se transforme et ça va aussi sans doute jusqu'à faire émerger une offre qui n'existe pas. On parlait d'acheter des Peugeot ou d'acheter des Citroën, etc. Certes, mais quand sur l'électronique, on s'aperçoit que le problème, c'est pas de pas vouloir produire ou de vouloir acheter, mais qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les cartes électroniques qu'il faut, et que tout acheteur qu'on soit, on va buter sur le fait qu'il n'y a pas l'offre, ça veut dire que les acheteurs se retrouvent non seulement à faire du sourcing, mais finalement à servir d'alerteur ou pour prévenir et pour qu'on produise ces choses-là. C'est comme ça que le GIP s'est mis à faire de l'électronique. Donc oui, pour répondre à votre question, vraiment l'achat public est porteur des politiques publiques, mais il ne le peut pas seul. Il le peut que si l'ensemble de l'écosystème se prépare à un autre type d'achat public,
Ça, c'est le premier élément de ma réponse. Et le deuxième élément de ma réponse, c'est que quand on est dans des grandes transformations, dans des changements de paradigme tels que ceux que l'on connaît, quand même dans un temps assez court, en intégrant sans arrêt de nouvelles contraintes, et on a rajouté la cyber, on va rajouter l'intelligence artificielle. Bref, l'acheteur doit intégrer de plus en plus de données dans ces critères. On voit bien qu'il ne suffit pas de le décréter et que le changement, la transformation, exige de la formation. Et c'est ce qui nous permettra tout à l'heure d'évoquer l'IFIPE, cet institut que vous présidez et qui nous sera présenté. J'ai quand même une question pour tout le monde. On est en train de dire que les acheteurs de l'État ont la capacité, parce qu'il y a des voies juridiques qui le permettent, parce qu'ils sont organisés différemment, de promouvoir un certain nombre de politiques publiques avec ces enjeux que vous avez développés, M. Adam. Est-ce que le contexte budgétaire actuel ne remet pas tout à plat en disant bon, ben, il est urgent d'attendre? C'est qui répond à ça? Qui répond, M. Adam? Effectivement, un contexte budgétaire qui est exigeant. Il va sans doute l'être encore davantage à compter de 2025, mais il l'a déjà été au cours des dernières décennies. Donc, ce n'est pas une situation nouvelle de prendre en compte la maîtrise des coûts. C'est le premier point sur lequel il faut insister. Alors ensuite, il y a effectivement toute une série d'enjeux. L'acheteur, il doit essayer de les concilier. Je dirais que c'est aussi une situation courante dans la conduite de beaucoup de politiques publiques où il n'y a pas un objectif unique et il faut faire attention à tout un tas d'enjeux. Et donc, sur les exigences environnementales, les critères sociaux ou l'attention à la production en France ou en Europe, il ne faut surtout pas avoir l'idée que ça coûte systématiquement plus cher. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce point. Il y a des cas, ça peut être vrai. Il y a d'autres cas où, en réalité, le marché s'est adapté parce qu'on a face à nous des fournisseurs, des acteurs économiques qui sont également engagés dans la transition écologique, dans la réindustrialisation, et qui peuvent être capables de faire des choses extrêmement performantes et qui ne sont pas plus coûteuses, voire moins coûteuses que les technologies antérieures. Donc il faut être vraiment très prudent sur ce point. C'est une question qui se pose au cas par cas, segment par segment. Les segments ne sont pas tous aussi matures, la manière d'acheter est différente. Et donc il faut évidemment, au cas par cas, être attentif à l'exigence qu'on met et à l'impact que ça va avoir sur le prix. Mais surtout, il n'y a rien de mécanique. Il n'y a rien d'automatique. Il faut vraiment éviter. Pas de lien systématique entre le prix systématique. et les enjeux environnementaux, Absolument. Notamment. Jean? Oui, juste pour compléter, je dirais peut-être deux choses. La fonction achat, quelle que soit son organisation, elle émerge bien souvent sous contrainte. Comme on va parler de formation, il y en a beaucoup dans la salle qui ont fait des Master 2 achat et vont connaître le nom de Ignacio Lopez, General Motors, puis Volkswagen. Et c'est parce qu'il y avait la contrainte notamment des véhicules japonais qu'on s'est mis à s'intéresser de façon massive à la fonction achat. C'est sous contrainte et quelle que soit l'organisation que la fonction achat émerge. Nous sommes sous contrainte et donc on nous attend réellement comme ça a été le cas dans l'industrie. Deuxième point est que pour rebondir sur ce que disait Anne Pateau tout à l'heure, et j'y crois vraiment, c'est la problématique de la politique de la demande. Parce que nous avons le souhait, et nous, acheteurs publics, nous avons aussi un souci d'exemplarité parce que le citoyen attend aussi de nous cette exemplarité. Sur certains sujets comme l'achat inclusif, abordé par François Adam, on voit la difficulté de la rencontre entre l'offre et la demande. En gros, vous avez des acteurs publics qui aimeraient bien faire plus d'achats inclusifs et des acteurs de l'inclusion, et il y en a des très, très bien dans la salle, je vois Patrick Gagnère à Arès, mais il y en a beaucoup d'autres, qui ne demandent que ça, de proposer à la puissance publique des choses, mais on a du mal à se rencontrer. Et il ne faut pas négliger la force qui est la nôtre pour créer et aider à travers une politique de la demande à créer cette offre qu'évoquait Anne tout à l'heure. Que dit le droit dans les critères
dans le cahier des charges pour les appels d'offres, la part du prix, il y a des règles ou alors là, on a des marges de manœuvre aussi? Alors, c'est en écho à ce qu'indiquait Jean Bouvreau tout à l'heure. Le critère prix, il est historiquement central parce que c'est la donnée la plus objective. Ça répond aussi à ce dogme de mise en concurrence qui préside initialement dans le bon emploi des deniers publics. Mais en réalité, et le juge l'a d'ailleurs intégré de longue date, le sujet, c'est la performance de l'ordre. Donc, c'est le rapport entre le prix et la qualité de ce qui est proposé. Et à travers cette dimension qualitative, on intègre déjà des dimensions qui vont bien au-delà du prix, en matière environnementale, en matière sociale. Et cela, le droit l'a intégré. Les dernières lois en matière d'industrie verte l'ont traduit plus concrètement pour prévoir que dans le cadre des critères d'attribution, des conditions d'exécution du marché, on peut désormais intégrer ces dimensions qui sont plus qualitatives et qui font de la commande publique cet outil de demande qui structure des filières, comme l'indiquait Jean Bouvreau. François, donc. Je voulais souligner, ça vient d'être dit dans les deux interventions précédentes, la réalité c'est que le droit de la commande publique, il laisse une grande marge de manœuvre. Je pense qu'il faut le souligner. C'est un cadre exigeant, mais qui franchement est aujourd'hui, à mon sens, je le trouve globalement cohérent, bien conçu, récent, plus que d'autres branches du droit, très honnêtement, et il laisse une grande marge de manœuvre. Ça vient d'être dit, par exemple, sur quelle est la place du critère prix. Il y a un choix à faire avec, voilà, le critère prix peut être à 5%, il peut le cas échéant être à 100%, en réalité ça n'est pas pratiqué, c'est un choix qui est à faire marché par marché. Donc une grande marge de manœuvre. Ça n'est pas le cadre juridique qui aujourd'hui constitue un frein à la prise en compte de différents objectifs de politique publique dans les achats. C'est davantage, à mon sens, des enjeux de plus grande technicité qui nous ramènent aux questions de professionnalisation, de formation, d'appui aux services acheteurs. Mais quelle est la différence alors entre un acheteur privé et un acheteur public? À vous écouter, il n'y en a pas. Moi, je croyais que le code des marchés était là pour faire la différence. Mais non, il n'y en a pas alors. Alors effectivement, on voit les frontières tomber. Hein, dans les deux cas, on cherche un achat performant. Et on se rend compte, et là, je prends ma casquette de vice-président du Conseil national des achats qui rencontre au travers de l'ensemble de nos initiatives, de groupes de travail, de comparaison, de bonnes pratiques dans les différents sujets et segments, on se rend compte que l'entreprise aujourd'hui, parce que son client est exigeant en matière environnementale, parce que son client est exigeant en matière sociale, et certaines entreprises qui ont voulu jouer ont perdu. On a tous en tête Nike, mais il y a d'autres exemples. Donc, on ne joue pas quand on est dans l'entreprise privée parce que le citoyen attend des choses. Il y a des valeurs dans ce que j'achète. Eh bien, c'est la même chose pour les citoyens vis-à-vis de la puissance publique. Il attend des choses avec peut-être un élément supplémentaire, c'est que nous, la puissance publique, on a un devoir d'exemplarité aussi. Parce que ce n'est pas notre argent qu'on dépense, c'est l'argent du collectif. Parce que l'entreprise privée peut se tromper, pas nous. On ne nous le pardonnera pas. Donc les frontières tombent. Moi, je croyais que vous alliez me répondre comme ça. La différence entre les deux, c'est le salaire. Même pas vrai. Même pas vrai. Alors, il y a des émissions où on a droit à des jokers. Je peux le prendre, le mien, là? Ouais, à titre de plaisanterie, mais je pense que ce n'est pas forcément les acheteurs qui vont être les plus impactés par une situation qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui est là, je dirais, spécifique. J'ai une réponse presque de ménagère, mais je pense que c'est la réponse qu'on va avoir au Conseil régional. On ne va pas dégrader nos manières d'acheter, on va acheter moins. Et bon, ça n'est pas sans m'inquiéter aussi. Mais quand on dit 117 lycées qui ont besoin d'être rénovés énergétiquement, 117 lycées qui ont besoin d'être modernisés, qui ont besoin d'être sécurisés, avec un plan d'investissement sur 5 ans,
Je pense juste qu'on va pas faire tous les mêmes lycées que prévu dans l'année. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas du point de vue des acheteurs que ça va être dégradé, ça va être du point de vue, effectivement, du fournisseur. Gardez le micro parce que ce débat touche à sa fin, mais vous allez m'aider à faire la transition. Comment est venue l'idée de créer l'Institut français des achats et de la logistique publique? Alors, je pense qu'on a chacun dans le partenariat un bout de cette réponse-là, parce qu'on a vu cette question chacun de nos points de vue. Je peux juste en parler du point de vue du GIP, et puis je laisserai nos partenaires compléter. Moi, d'une part, il y avait cette expérience d'acheteuse qui m'a sensibilisée, et comme on est dans un organisme de formation qui faisait de la logistique et des achats, il m'a semblé qu'effectivement, cette révolution des achats devait être accompagnée d'une formation différente. Mais je ne suis pas la seule à avoir dit. Je pense qu'il y avait une conjonction de personnes prenant conscience que la question des achats publics, et y compris des intervenants dans le GIP, qui portaient ce message-là aussi, de attention, le monde change et les achats vont changer. Donc, la bonne opportunité, je dirais, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir après en reparler au travers de l'IFALP, c'est de saisir le PIA 4 et au travers de ça, l'appel à manifestation de projet pour proposer la création d'un programme, d'un institut, achat public, qui va porter effectivement l'ensemble de ces ambitions-là, c'est-à-dire par la sensibilisation du monde des achats, par la formation des acheteurs, par la reprofessionnalisation d'acheteurs en place, par la promotion de ces métiers-là auprès des jeunes étudiants ou auprès des lycéens, pour faire en sorte qu'effectivement la nouvelle forme d'achat public ne soit pas une injonction, mais une culture, et une culture partagée par l'ensemble de la chaîne, et qu'elle soit effectivement, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un de formé qui arrive seul dans un univers qui n'a pas bougé. J'en ai vu, ils craquent, parce qu'ils arrivent avec des nouveaux concepts. Il faut une formation adaptée. Et de manière assez massive. Donc je crois que c'est ça l'idée. Et après, nous avons des partenaires qui ont eu des rôles de bonne fée au-dessus du berceau, et qui ont permis, et je pense au Conseil national des achats particulièrement, qui nous permettent effectivement de porter ce programme-là à un niveau national et interrégional, et d'en faire effectivement, me semble-t-il, une pépite pour les ministères, une pépite pour les collectivités territoriales qui auront besoin aussi de le faire. Et moi, je suis adjointe au maire dans une commune de 1060 habitants, et je sais que nous aurions besoin aussi de travailler notre politique d'achat à tous les niveaux. Voilà un début de réponse. Merci pour ces témoignages. Merci à tous les quatre pour vos interventions respectives. Vous avez le droit de les remercier à votre manière. Merci beaucoup. Alors, on a choisi d'ouvrir une parenthèse et de consacrer un moment à cet IFALP. Et donc, la directrice déléguée de l'IFALP, l'Institut français des achats et de la logistique publique, va nous rejoindre. Elle a une mission difficile. Elle a 5 minutes pour nous convaincre que les achats publics sans l'IFALP, c'est comme un arbre sans racines, une plage sans Aline, un château sans la Loire, une Normande sans armoire. Bref, que l'IFALP est un outil important au service de la montée en compétence des acheteurs. Vous avez la parole 5 minutes. Merci, merci. J'ai d'autant plus de pression. Alors, j'avais dit que 5 minutes, c'était quand même très peu pour présenter l'IFALP et le master. J'espère avoir au moins 2 minutes de plus, si c'est possible. Vous voyez, j'ai été à bonne école, je négocie. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Bon, très bien. Merci. Tout d'abord, merci à notre partenaire, le CNA, particulièrement son président, Jean-Luc Barras, Jean Bouvreau et Yves Bentolila, de nous offrir donc cette
opportunité à l'occasion de ce 8e forum achat public de vous présenter l'Institut français des achats et de la logistique publique et le master performance des achats publics qui ont été créés, comme Anne Pateau le disait, dans le cadre d'un AMI CMA, compétences et métiers d'avenir, indexé au plan France 2030. Donc nous l'avons vu, l'achat est plus qu'un acte administratif, c'est un acte économique et politique. L'utilisation stratégique des achats publics pour répondre à des objectifs à la fois socio-économiques et industriels est possible. Il y a un écho? D'accord. Bon. Nous l'avons vu, c'est possible, non ça... Est-ce que c'est mon ordinateur? D'accord. Ah oui. Vous avez besoin de l'ordinateur? Oui. Ah oui, je suis passée au numérique, mais j'ai mes notes de papier également. Nous en avons eu, je pense. Ah oui. Merci. Voilà, peut-être que ça va mieux. Bon, c'est un faux départ. Donc, je disais que l'utilisation stratégique des achats publics pour répondre à des objectifs sociaux, des objectifs supérieurs socio-économiques et industriels est possible. Ça a été dit au sein de cette première table ronde, et je crois que la deuxième table ronde ira justement très concrètement sur les différents leviers macro qui ont été exposés par les 3 grands acheteurs publics. La formation, on l'a vu également, constitue à la fois le principal verrou et le principal levier de mise en œuvre, comme dans toute stratégie et toute transformation. La formation des compétences constitue le principal levier. Adopter cette approche stratégique implique en effet que nos organisations aient des personnels formés qui maîtrisent à la fois les possibilités offertes par le Code de la commande publique et les techniques de gestion achat pour répondre aux politiques publiques de manière performante et sécurisée. J'interviens donc pour vous présenter l'Institut, l'IFALP, l'Institut français des achats et de la logistique publique, et le master performance des achats publics, le premier master en France en achat public à former à la performance globale et à la sécurité des approvisionnements. Mon intervention sera brève, je rassure Monsieur le Méta. En quelques mots, qui nous sommes, donc l'Institut français des achats et de la logistique publique. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur et de recherche publique situé à Cachan, créé dans le cadre de dispositifs gouvernemental compétences et métiers d'avenir associés au plan France 2030. Notre vocation est de développer et créer des formations pour les administrations et les opérateurs d'importance vitale pour la nation, des formations de haut niveau en achat, en logistique, en cybersécurité, répondant donc aux enjeux de France 2030 pour les accompagner notamment sur 2 axes stratégiques du plan. Un premier axe, la souveraineté et la sécurité des approvisionnements, de la production, du secteur public et des opérateurs d'importance vitale, avec des filières de formation en achat public et en cybersécurité. Le deuxième axe, c'est la décarbonation, avec la décarbonation de la logistique, notamment avec des formations en achat, en logistique et en e-commerce. Donc l'Institut est rattaché au groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt public breton, donc il émane de nos territoires, il a été fait par nos territoires, pour nos territoires, et il rassemble en effet un consortium d'envergure nationale pour pouvoir essaimer, je dirais, ces formations, ces innovations pédagogiques au sein de l'ensemble de nos territoires. Parmi les partenaires historiques, on retrouve donc le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, ainsi que la région Bretagne. Merci à eux d'ailleurs de nous accueillir
dans ce lieu, donc qui symbolise également l'un des fers de lance, le ministère de l'Intérieur, de l'action publique au sein de nos territoires. Alors, dans notre feuille de route, j'y reviens peu. Donc, on a de la formation, évidemment, formation continue, courte et longue, et puis des études et de la recherche. Donc, on y vient concrètement. Donc, le master PAP, performance des achats publics, je le disais, c'est le premier master. On a un premier master en achats publics en France, à former sur ces compétences-là qui permettent de répondre aux enjeux de France 2030. Il a été développé avec le concours d'experts des 3 fonctions publiques, d'État, collectivité territoriale et la fonction hospitalière, ainsi que le Conseil national des achats, pour produire un programme complet qui rassemble les meilleures pratiques achats venant à la fois du secteur public, on en a parlé avec cette table ronde, et du secteur privé. Oui, c'est possible. Il vise notamment 3 spécialisations. Première spécialisation, la performance et la performance globale, notamment la transformation et l'innovation, la sécurité et la résilience. Et il repose sur un corps enseignant de haut niveau. Je vois plusieurs visages ici d'enseignants qui nous accompagnent dans notre développement. Merci encore à eux, puisque la qualité d'un programme, c'est avant tout aussi les enseignants qui dispensent de ces cours. Là, je m'y perds. Non, c'est là. Voilà. Voilà. Donc, le programme, les fameux 5 blocs de compétences qui visent à former des acheteurs et des responsables achats capables finalement de faire de l'achat public un levier de développement économique. Premier bloc, les compétences liées aux achats publics, où nous voyons typiquement le code de la commande publique, les contrats publics, les procédures de passation, les critères également, justement, comment pondérer les critères pour répondre à des objectifs supérieurs, l'éthique et la déontologie, les dispositions spécifiques au marché de défense et de sécurité, et l'offre économiquement la plus avantageuse avec ce fameux coût global et les structures de coûts. Le bloc 2 s'attache à fournir les compétences relatives à la gestion et à la sécurité des approvisionnements. Donc, on parlera d'un point de vue réglementaire de la cotraitance et de la sous-traitance, d'un point de vue des techniques, c'est les techniques et les éléments contractuels qui permettent de sécuriser et de rendre résilients des marchés publics. Je pense notamment aux contraintes, évidemment, du ministère de l'Intérieur et d'un certain nombre de nos ministères qui interviennent dans des urgences de crise, et les contrats, évidemment, doivent être très flexibles pour pouvoir répondre à des impératifs d'urgence et d'intérêt vitaux, à proprement parler. La maîtrise de l'exécution des marchés publics, évidemment. Troisième bloc, donc, ce sont les compétences pour piloter la performance achat et la conduite du changement. On y verra évidemment les finances publiques, le contrôle de gestion des achats, la mesure et l'optimisation du coût global, la mise en place d'organisations achats, puisque parfois dans les collectivités territoriales, il n'y a pas, on part d'une feuille blanche, stratégie d'achat, le sourcing évidemment, et les veilles technologiques économiques. Alors dans stratégie d'achat, on passera en revue également les différentes méthodes de segmentation des achats. Et je ne rentre pas dans les débats entre Pareto et Krajcik. Et le quatrième bloc, la gestion des achats de l'innovation et de la digitalisation des achats. Donc là, on parlera évidemment de sourcing, mais de sourcing de solutions innovantes. C'est différent d'acheter de la R&D ou d'acheter auprès de start-up que d'acheter de grands groupes qui vous fournissent des solutions standards. Les risques ne sont pas les mêmes. On parlera de négociation et de dialogue, de digitalisation des achats.
Dernier bloc, la transition en effet sociétale et environnementale, avec évidemment les achats responsables, les labels RFAR et la mise en place de Spazer, par exemple. Évidemment, là, ce n'est qu'un extrait du programme d'enseignement. Je souhaitais juste dire qu'en 2026, dans cette continuité, dans la volonté de faire de nos programmes des programmes qui accompagnent France 2030 et les enjeux des administrations, nous intégrerons donc 3 nouvelles unités d'enseignement, la défense et la sécurité économique, la prospective et la décision de transformation et les outils de l'innovation publique pour finalement former les futurs agents et étudiants sur ce qu'est la prospective pour l'achat, la stratégie, la gestion de projets de transformation, et également la mise en place de labs et d'innovation publique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, il y a 25 places disponibles par promotion. Voilà. Deux promotions. Voilà. Alors oui, on est à la 6e promotion. 6e promotion. Voilà. OK. Parfait. Merci mille fois pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous.